Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Ah oui, je vais te piquer un morceau de chocolat. Prends des forces. Ah c'est bon. Avec au café chocolat, c'est quand même... C'est un bon mélange. Non mais déjà. Merci beaucoup de m'accorder du temps aujourd'hui. Merci de me recevoir. Je suis très content d'être avec toi. Tu m'as surtout hyper bien accueilli avec café, chocolat, noisette. Et ça augure d'un bon échange. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Nous allons donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Très bien. Ok. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Écoute, moi ça va très bien. Ouais. Très bien. Je me remets des fêtes. Tu te remets, ça a été lourd Non. à digérer? Non, un petit peu, mais surtout quelques petits pépins de dos, de santé. Ok. Rien de très très grave, mais bon, des choses qui fatiguent un petit peu. Bon. Et là, du coup, c'est reparti? C'est reparti, ça repart tranquillement. Ok. Voilà. Avec l'âge, ça prend toujours un peu plus de temps que l'année précédente, mais ça repart. Ok. Bon, pourtant, tu me sembles pas si vieux que ça. Non, je cache bien mon jeu. Peux-tu nous dire où nous sommes? Eh bien écoute, je t'ai accueilli chez moi, là, donc à Marseille, dans notre chez nous là depuis depuis une quinzaine d'années, un peu plus maintenant. Moi je suis pas marseillais de naissance. Et tu es de naissance? Tu es De Reims, à Reims, ok. dans la Marne. Voilà, donc j'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu longtemps à Lyon, à Chambéry, Ok. et je descends. Et là maintenant ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que je suis à Marseille. Ok. Et tu t'y plais? Oui, finalement j'ai mis beaucoup de temps à m'intégrer et puis maintenant je m'y plais. Voilà, il y a toujours des choses à améliorer évidemment, mais globalement je m'y plais. Ça y est, j'ai trouvé l'endroit où je suis bien et j'ai pas spécialement envie d'en partir pour le moment. Top. En tout cas, c'est très charmant. Est-ce que tu peux me donner une spécificité justement de ta maison, là, de ton appart, de là où on est? Ah bah là c'est un appartement, c'est une maison qui ressemble absolument pas à ce qu'on attendrait d'un appartement marseillais. Nous on appelle ça la cabane, c'est-à-dire que c'est un appartement, il y a beaucoup de bois, on est en duplex mais on est sous les toits et il y a du bois de partout. C'est assez bas à l'étage, donc on est une famille qui est pas très grande, Ok. donc ça nous convient. Mais c'est un appartement ce qu'on appelle atypique, c'est vraiment une cabane sur 2 niveaux, qui a l'avantage d'être pratique parce que bien placé par rapport au commerce, aux écoles, aux médecins, ça peut servir. Et puis aussi en transport. Donc ça aide au quotidien quand on a une grande famille. Voilà. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Mais avant de partir au hasard de la discussion, alors voilà, je vais te laisser choisir un dé Très bien. sur cette besace. Quelle est la couleur de ton dé? Orange. Orange. Est-ce que c'est ta couleur préférée? Pas du tout. Est-ce que tu veux ta couleur préférée? Alors je suis pas certain d'en avoir une. Ok. Et est-ce que alors c'est marrant, est-ce que cette couleur te convient? Bah oui, moi ça m'a l'air. Ouais. Oui. On a 6 thématiques. L'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Je te propose de lancer le dé et de partir au hasard de la discussion. C'est parti. 1. L'amour. Comment tu entretiens l'amour dans ta relation? Est-ce que je l'entretiens déjà? Ça, je sais pas, c'est à toi de me le dire. Alors, comment je l'entretiens? C'est une bonne question. C'est une question compliquée. Ben, en fait, je dirais que c'est d'abord de quel amour on parle, puisque finalement il y a plusieurs amours. Hein. Il y a forcément l'amour du couple. Dans le couple, il y a le couple, mais il y a la famille. Donc, je dirais qu'on est plutôt dans un entretien d'amour global, c'est-à-dire qu'on entretient l'amour du couple, on entretient l'amour avec les enfants, ce qui est pas toujours facile d'ailleurs. On n'est pas sur de très grandes actions. On est surtout sur un travail au quotidien pour qu'il y ait une harmonie, une paix. On n'est pas du genre à faire de grands voyages pour relancer des choses. On essaye d'avoir des projets de vie à côté qui nous permettent de nous épanouir à la fois
ensemble et puis individuellement. Donc c'est un espèce d'équilibre où chacun trouve un peu sa place. Mais je ne sais pas concrètement comment j'entretiens. Et c'est quoi ces petits gestes du quotidien? Bah ça part de choses très pratiques, c'est-à-dire le quotidien, c'est chacun aide l'autre. On est toujours dans une bienveillance. J'ai une fille et 2 garçons. On essaye d'élever les garçons dans le respect de l'autre, et donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une bienveillance au quotidien, beaucoup d'écoute. On vit quand même dans une société qui est assez violente, donc on essaye de maintenir une espèce de calme et une écoute de l'autre au sein de notre foyer. Mais c'est vrai que c'est avant tout la famille qui est au-dessus du reste. Ok. Le chapeau, en fait, pour toi, c'est la famille à 5. Oui, c'est le maillage qui prédomine. Ouais. Ok. Et du coup, en termes de projet, vous avez quoi? On a fait l'acquisition il y a quelques années d'un MAS Sevenol. J'ai découvert les Cévennes grâce à mon épouse, qui a des origines là-bas. On s'est mariés dans les Cévennes d'ailleurs, et on a eu la chance de pouvoir acheter un MAS qui a 400 ans, c'est-à-dire acheter de l'histoire Sevenol, une maison en pierre qui a une histoire très très longue et qui réclame, comme une vieille dame, beaucoup d'investissement dans tous les sens du terme pour son entretien, pour son embellissement, pour respecter l'histoire de la pierre. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, surtout pour moi, parce que il y a de l'histoire, il y a aussi la construction d'un lieu familial que je puisse transmettre à mes enfants. Donc ça, c'est un élément important. J'ai pas cette chance d'avoir connu la maison de famille. En tout cas, on en a une, mais il y a très très longtemps. Donc ce que je voulais, c'était remettre ça au sein de notre famille, un lieu qui ressemble à rien d'autre, qui est très différent d'ici, et qui nous permettent de nous retrouver en famille, entre amis, et puis que je puisse transmettre aussi à mes enfants comme un lien. Ok. Un passage. Je te propose de retirer le dé. Oui. On part sur une deuxième thématique. 1. T'as des choses à dire sur l'amour. Décidément. T'as des choses à dire sur l'amour. Alors normalement on retire, mais je vais te reposer une deuxième parce que... T'as envie de m'embêter là. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus aimé dans une relation, dans ta relation? Alors, je suis par mon métier, et c'est vrai que sentir la confiance que j'ai de la part de mon épouse, c'est un élément très important, parce que je suis amené à prendre des décisions ou à faire des choix qui sont pas toujours faciles, avec parfois même des choix qui sont difficiles à jauger. C'est difficile de savoir si on prend la bonne décision ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une bonne décision? Et c'est vrai que la confiance qu'elle m'accorde, elle m'a toujours soutenu dans mes démarches et dans les moments les plus critiques. Donc ça, c'est vraiment la chose qui a été pour moi la plus importante. Elle m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Sans elle, en fait, je l'aurais jamais fait. Ok. Donc la confiance et le fait d'être derrière toi. Oui. Elle t'accompagne. Voilà. Mais tout est lié à la confiance, c'est-à-dire qu'elle a toujours cru en moi. Et c'est vrai que je pense que le point de départ, c'est la confiance. La confiance dans la vision que j'avais. Ok. Voilà. On peut retirer le dé maintenant. Et me refais pas, hein. Ah, 5. Le handicap. Et je vais t'en faire une. Je pense que je la sens bien pour toi. Le handicap est-il une chance? Alors je connais assez peu le handicap. J'ai eu cette chance de ne pas connaître le handicap ni chez moi ni dans mon entourage. Donc pour être très franc avec toi, non, je peux pas considérer que le handicap est une chance, ou en tout cas le fait de ne pas en avoir. Pour moi, c'est ça la vraie chance, quoi. Ok. Le fait de ne pas avoir de handicap. Tout à fait. D'accord. Alors du coup, je vais te reposer une deuxième question. Qu'est-ce que le handicap, ou que considères-tu comme un handicap? Tu vas pas t'en tirer comme ça. D'accord. Bon, je vais le dire avec mes mots, mais le handicap, c'est cette différence qui quelle qu'en soit la forme, te dissocie d'une moyenne générale, la moyenne admise. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Que considères-tu comme un handicap?
Je dirais que pour moi, le handicap moteur est forcément très problématique, mais peut-être que le handicap intellectuel est plus handicapant, plus stressant pour moi. Peut-être aussi parce que quand on vieillit, on peut être amené à rencontrer ce type de handicap. T'as pas l'air vieux pourtant, ça fait 2 fois que tu me parles de ton âge, mais... Non, mais bon, je suis entouré de gens qui vieillissent et donc on peut être amené à voir des gens qui étaient fringants, vifs, et on voit qu'avec les années les choses changent un petit peu. Donc, sans parler vraiment du handicap, on voit que on sera amené un jour à se retrouver dans une situation un peu plus handicapante, sans parler vraiment du handicap, mais la vie, de toute façon, l'évolution dans l'âge fait que on se retrouvera peu ou prou dans ce type de situation. Donc pour moi, c'est vrai que ce type de handicap est pour moi le plus difficile à gérer, peut-être le plus stressant, le plus inquiétant en fait. Donc pour toi, le handicap, c'est ne pas être dans une moyenne normée, qui est normée par la société, et ne pas être en mesure de faire ce que tu veux. Tout à fait. Ouais. De manière psychologique et ou physique. Ouais. Alors, comme je te le disais, l'aspect physique pour moi peut être, alors c'est une moyenne, mais peut être compensé par des améliorations technologiques qui te permettent de mieux vivre ton handicap. La partie mentale, le handicap mental me semble plus compliqué parce que, selon moi, il t'amène à une forme d'isolement. On vit dans une société qui va très vite, c'est-à-dire que même quand tu as toutes tes facultés, les années passant, le système te fait un petit peu vieillir. Et c'est vrai que si en plus tu souffres d'un handicap de cet ordre-là, tu peux assez vite être mis à la marge de la société. Et ça, alors je suis pas au fait de toutes les avancées technologiques dans ce domaine-là, mais certainement que des choses vont sortir, mais j'en ai pas connaissance, quoi. On retire le dé ? Allez. 3. L'amitié. Quelle est ta plus belle expérience ou souvenir avec un ou une amie ? Je m'y attendais pas à celle-là. Alors ça peut paraître surprenant de ne pas répondre rapidement. Non pas que j'ai pas d'amis, mais forcément le quotidien prend tellement de place que la part qu'on peut avoir avec nos amis diminue un petit peu dans le temps. Ok. Ça peut remonter à quelques années. Hein. C'est ça que je suis en train de remonter le temps là. Je suis en train de remonter le temps. Et t'aimerais du coup que ça prenne plus de place par rapport au quotidien ? Oui, mais je pense que qui n'aurait pas envie de ça ? Pour moi, la question c'est comment faire en fait. C'est surtout comme ça. C'est surtout ça quoi. C'est comment faire. Comment avoir cette bouffée d'oxygène avec ses amis, comment avoir comme ça des blocs homogènes sur tout ce qui nous construit. Je vais juste parler en fait de mes amis de fac parce que les plus anciens c'est ceux-là quoi. Ça commence à faire quelques années hein. Et c'est sourire les yeux qui ouais non c'était pour mon EVG. Donc ils sont venus, ils m'ont fait une surprise. Je déteste les surprises, donc ils le savent. Donc je me suis retrouvé avec les potes de fac à Marseille. Et puis on est allé faire les couillons ça nous a coûté 4-5 téléphones. On est allé faire les couillons sur des canoës en mer. On s'est régalé, on a fait les cons jusqu'au bout de la nuit. Et c'est quelque chose que j'aurais pas initié pour moi, c'est-à-dire je les aurais pas invités j'aurais pas organisé pour moi cette EVG, mais c'est vrai que j'ai aimé me laisser transporter, même si c'était complètement stupide. C'était vraiment un magnifique moment. Après c'est vrai qu'on essaye d'organiser des moments entre nous, mais c'est pas simple. Est-ce que tu le ferais pour un de tes potes ? Oui, je le ferais pour un de mes potes. Malheureusement, ils se sont assez peu mariés. Je sais pas pourquoi. Dans mon entourage, ils se marient pas. T'es le seul, pas un des seuls. Je suis pas le seul, mais je suis un des seuls, oui. Je te propose de passer au texte à trous. Texte à trous. Ouais. Je commence les phrases, tu les termines. Okay, je vais essayer. Mode concentration en se touchant les lunettes. Alors attends, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?
L'art de la simplicité, c'est... L'art de la simplicité, c'est se coucher avec une BD. Ok, t'es fanat de BD? Pas tant que ça, mais j'ai besoin très régulièrement, j'ai besoin de me retrouver dans ma bulle. Et effectivement, il y a un côté digressif. Là, j'ai un copain de mon fils qui m'a ramené un Astérix que j'avais jamais lu, alors que je pensais tous les avoir lus. Et j'ai adoré me retrouver dans ma bulle, à me lire un Astérix. C'est complètement digressif, mais ouais. T'as des BD ou des auteurs préférés? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Alors oui, c'était Astérix, c'était Lucky Luke, c'était des vieilles BD. Mais non, j'ai pas de. Là, j'ai mon fils qui lit droit au but. Et c'est une BD sur un minot de Marseille qui rentre à l'OM. Je trouve ça pareil, digressif. Faire rentrer dans un univers et ça te fait Voilà. déconnecter. Ouais. J'ai envie de te poser celle-ci. Le dernier livre que j'ai lu était... C'était le dernier livre, c'était évidemment avec ma mémoire d'éléphant, j'ai pas retrouvé le titre. La vérité d'Harry Kleber, non, la véritable. Harry Kleber. Ouais. La vérité sur l'affaire Harry Kleber. Voilà. De Joel Dicker. Voilà. Joel Dicker, j'ai beaucoup aimé. Après, je crois que j'ai tenté le livre d'après, mais j'ai pas accroché. Donc, vraiment le livre que j'ai lu de bout en bout, hein, parce que j'ai eu un paquet de bouquins que j'ai démarré. Et qu'est-ce qui fait que tu termines un bouquin, que tu stoppes un bouquin? Les réseaux sociaux. Ok, c'est-à-dire? Je tombe assez facilement dans le piège du réseau social, cette alimentation de petites vidéos qui servent à rien. Donc tu vas commencer un livre, Ouais. tu vas prendre ton portable, Ouais. et là c'est fini. Oui. Ok. Tu m'envoies un WhatsApp à 10h et je finis sur Instagram, alors que j'étais en train de lire quelques pages. Et ça te fait ça aussi avec une BD? Non. Ah! Non. Non, c'est Donc vrai. si tu réponds pas au WhatsApp à 10h, ça veut dire que tu es sur une BD, pas un livre. Voilà, tout à fait. Complètement. Ok. Moi, je pensais qu'on était un peu à l'abri parce qu'on a rencontré les réseaux sociaux sur le tard, qu'on a été biberonné à Facebook, qui est un réseau social normalement un peu moins addictif parce que moins de vidéos, plus de pubs, plus de contenu écrit, mais finalement, on a switché sur d'autres réseaux médias qui sont... et finalement, je me trouve pas plus dans la maîtrise que ma fille de 19 ans, quoi. Ok. Alors moi c'est marrant, j'ai l'impression d'être plus dans la maîtrise. Ou alors c'est plus en conscience. Après, évidemment, nous, en tant que parents, on a différentes tâches à accomplir dans une journée. Donc, évidemment, on va être moins sur les réseaux qu'un ado de 15-20 ans. Mais au final, sur le temps libre qui nous reste, une fois qu'on a accompli toutes ces tâches, moi, je m'aperçois que je l'utilise beaucoup pour les réseaux sociaux. Pourtant, ce temps restant libre, il est très faible. Je devrais l'accorder à autre chose. Et finalement, il n'y a que le sport qui nous décroche de ces écrans, quoi. Tu fais du sport? J'en fais beaucoup moins. Pour les raisons, voilà. Mais tout à l'heure. j'en ai fait beaucoup. Mais c'est loin. Tu faisais quoi? Bon, j'ai fait du hockey, j'ai fait du tennis, j'ai fait des sports de combat, différents sports de combat. Je fais un peu de squash maintenant, mais beaucoup de salles, enfin beaucoup d'entretiens, voilà, pour être. J'aurais dit rugby, moi. Non. T'as la carrure d'un rugby, man. Jamais de rugby, non. Allez, je t'en fais une dernière. Oui. Quand je me vois dans le miroir... Bon, je vais pas te surprendre, je me sens vieux. Non, tu me surprends pas. Tu me fais rire, mais tu me surprends pas. Ça fait déjà 4 allusions que tu me fais depuis le début. Alors que tu parais hyper jeune. Ah oui. Et tu le vis bien? Non. Pas forcément, mais comme tout le monde. C'est la question conne. Non, c'est vrai que c'est... Oui, ça fait une paire d'années que effectivement, c'est quelque chose que j'avais jamais vu venir, en fait. L'âge n'a jamais été un problème, ni le fait de vieillir, mais là, je le vois différemment. Là, ça commence à conscientiser, quoi. Oui. Arrivé, ok. Oui. Je te souhaite une bonne conscientisation. Merci, Arnaud. Ok, ça va bien se passer. On passe à la question d'un inconnu. Chaque inconnu pose une question à un autre inconnu lors de mes échanges. Je vais donc te poser la question de la dernière personne avec qui j'ai échangé. Oui. Ok. Et la question est, où tu vas comme ça? Nulle part. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller quelque part? Ça, je sais pas. J'ai pas...
c'est une question que je comprends, mais qui ne me parle pas forcément, parce que justement, j'ai passé beaucoup d'années à être ambitieux, à me projeter ailleurs, à vouloir plus, à vouloir réussir. Et justement, je suis à un stade où je n'ai plus besoin de m'envisager différemment. Donc je suis un peu en paix, plutôt dans une démarche d'apprécier ce que j'ai, de ne pas envier ce que j'ai pas. Et du coup, la question de savoir où je vais m'importe peu. Je suis plutôt dans une démarche où qu'est-ce que je suis moi, mais pas où je vais. Intéressant, peut-être dans les Cévennes déjà. Oui, mais c'est pas, voilà, mais c'était pas le sens de la question. Mais oui, j'avais pas compris. Ok. Mais oui, je conseille à tout le monde d'aller dans les Cévennes. C'est absolument magnifique et méconnu. Donc tu vas vers plutôt une confiance de toi et une acceptation, vivre avec toi de manière sereine. Voilà, vieillissant, mais de manière sereine. Je vais t'affiquer un bout de chocolat parce que ça fait 4 fois que je termine la tablette, parce que là ça fait 5 fois que tu me fais du... Donc c'est bon. J'en ai encore 2 là. Mais oui, on est plutôt dans cette... moi actuellement je suis plutôt dans cette démarche-là. Ok, je te propose de passer au non-sujet. Quel est pour toi le non-sujet, le sujet qui t'énerve le plus? Et ne me dis pas la vieillesse s'il te plaît. Non, je ne dirais pas ça. Alors c'est un sujet un peu bateau, mais c'est très présent dans notre vie. Mais quand je dis très présent, c'est vraiment très présent, c'est les jeux vidéo. C'est un sujet qui ressort plusieurs fois par jour avec nos enfants, parce qu'ils sont dans un âge où et les jeux vidéo m'énervent énormément. Qu'est-ce qui t'énerve dans le jeu vidéo? En fait, c'est un sujet beaucoup plus complexe que celui qu'on veut bien voir. Moi j'ai joué aux jeux vidéo, j'avais leur âge, les premiers jeux vidéo ils étaient sortis depuis un moment et j'y passais des heures et mes parents c'est pareil, arrête de jouer. Et donc maintenant je suis à leur place. Le problème c'est que les jeux vidéo ils ont changé et justement on est à la frontière entre le jeu vidéo et le réseau social. Il y a une évolution du jeu vidéo justement un petit peu à la manière où tu présentes des aliments à un rongeur et tu lui représentes des aliments régulièrement et en fait il devient addict. Et j'ai l'impression qu'avec mes enfants c'est exactement la même chose, ces jeux vidéo qui les incitent à se connecter plusieurs fois par jour pour avoir des récompenses. Et ça m'énerve parce que c'est vraiment un sujet qui me gonfle en ce moment, parce que je comprends leur envie de jouer, je l'ai connu. Et je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre dans le jeu vidéo. Je pense que ça développe une forme d'intelligence, une créativité, ça développe plein de choses, mais ce qui m'énerve c'est ce qu'en fait la société. C'est-à-dire qu'on se contente jamais de l'aspect loisir. On garde jamais le meilleur. On veut toujours on le transforme. On va toujours chercher à le transformer en quelque chose d'un petit peu insidieux. Et là, on parlait des réseaux sociaux et du côté addict. Mais nous, ce qu'on vit avec les jeux vidéo, notamment quand on a des garçons, parce que je peux me tromper, mais ayant eu une fille, c'était plutôt réseaux sociaux, elle. Mais les jeux vidéo, elle y jouait, mais sans avoir cette appétence. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qu'on aborde pas assez dans notre société, mais le jeu vidéo il a changé. On n'est plus sur le Pac-Man quand on était petit, on n'est plus sur le Street Fighter 2, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui il y a tout, il y a la fenêtre du réseau social, il y a le jeu dans lequel tu as plein de jeux, donc au final c'est à l'infini. Tu as des récompenses quotidiennes, biquotidiennes, triquotidiennes, où ton enfant scrute l'heure en permanence pour savoir s'il peut récupérer son... Et ça me fait très très peur. Parce que je pense qu'on est encore qu'au début de ce type de jeu vidéo, où là en fait le joueur il vit une seconde vie en fait. Voilà. Une vie numérique. Une vraie vie numérique. Voilà. Donc c'est pas un sujet politique, c'est un sujet de société, mais je le vois avec les miens et je vois autour de moi, on rencontre tous ce problème-là. Quelle est ta peur derrière? En fait, ma peur, c'est que mon enfant, il est en fait, ce qui fait peur, alors que ce soit mon enfant ou n'importe quel enfant ou n'importe quel joueur, c'est que au départ, on a envie de jouer et à la fin, on a besoin de jouer.
qui peut passer pour un loisir, même un loisir très chronophage, mais un loisir. Ce qui me fait peur, c'est que ça en devienne un art de vivre, un besoin. C'est-à-dire, cette connexion, elle est aussi importante que manger, boire. Et je trouve ça inquiétant parce que quand ça démarre à une dizaine d'années, si on se projette 10 ans plus tard, alors évidemment, il y a une évolution de l'enfant en ado, d'ado en jeune adulte. Il y aura encore des péripéties, il y aura la découverte de l'autre. Enfin, à un moment donné, il y a des phases comme ça. Mais on a toujours la peur que ces enfants restent attachés à ce monde virtuel, parce qu'en fait, ça reste quand même des personnalités qui sont des éponges à émotions. Et je me dis, tant que ça reste un loisir, tout va bien. Voilà. Si ça se devient une drogue et un besoin, là on parle plus tout à fait de la même chose. Au-delà du danger, c'est en plus au détriment d'autres choses, quoi. Donc c'est transformer leur quotidien et leurs besoins sur des besoins non essentiels, à la place de besoins essentiels tels que boire, manger, dormir. Ouais, et puis aussi façonner se créer. En fait, le problème, c'est qu'il se crée un monde virtuel où même les interactions avec des personnes physiques se font à travers cet écran-là. Alors, c'est vrai et pas vrai ce que je dis, parce que quand ils jouent entre frères, ils discutent énormément entre eux. Donc, il y a une vraie. Chacun a son écran, ils jouent dans le même jeu en plus. Donc, il y a une vraie connexion. Ils se parlent entre eux. Donc, mais le jour où l'un n'est plus là, enfin l'un ne joue pas et l'autre continue à jouer, mais avec d'autres personnes virtuelles, donc on se retrouve comme ça sur un système qui a vraiment été fait pour ça. Le système est fait pour qu'il n'y ait plus besoin de sortir du jeu. Et si on sort, on risque de perdre quelque chose. Street Fighter 2, il y avait 3 vies. Au bout de 3 vies, tu refais une partie, mais bon, voilà, si tu t'arrêtes pour les manger, tu refais une. Voilà. Là, le jeu continue à tourner en ton absence. Ton personnage vit, il continue à interagir. Enfin, on est sur des. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'enfant s'en rend pas compte, mais on est sur des jeux d'une complexité sociale et avec un impact sur l'enfant qui sont des jeux qui sont ultra complexes et dont on ne connaît pas vraiment les conséquences derrière. Est-ce que c'est pas la fin d'une ère que nous on a connue, analogique, avec Street Fighter ou d'autres jeux de ce type où effectivement tu commençais, tu terminais, mais il n'y avait pas de vie, le jeu ne continuait pas tout seul. Il y a un passage à une ère où tu auras une vie numérique et une vie analogique qu'on connaît nous. Oui, certainement. Le problème, c'est qu'une fois que tu as dit ça, comment on élève des enfants, puis des ados, puis des adultes, comment on les aide dans une société à vivre les deux vies, la vie numérique et la vraie vie, quoi. C'est quoi le projet derrière, quoi? Je te propose... Non, je te propose pas. On va passer à la prochaine séquence qui est avant de partir. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, j'aimerais parler avec ma fille, parce qu'en ce moment, on est un peu brouillé. J'aimerais pas partir sans qu'on puisse s'apaiser. Donc, il faudrait, à mon avis, un petit peu de temps, parce qu'il y a des choses à dégrossir, mais c'est surtout des choses relatives à ma fille. Ok. Il y a d'autres choses qui te viennent en tête ou... Prendre du plaisir. Prendre du plaisir. Voilà. On passe au partage de vie. Je te propose de retirer le dé. Si tu tombes sur un nombre pair, la question sera la suivante. Quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager? Si tu tombes sur un chiffre impair, tu nous partageras le moment le plus douloureux que tu as traversé et comment tu as fait et quelles ressources tu as utilisées pour t'en sortir. C'est ok? Oui. L'objectif dans ce partage de vie, c'est vraiment de pouvoir donner la substantifique mal, en fait, moelle sur une leçon de vie qui pourra aider les autres, mais aussi partager un moment qu'on a tous traversé dans nos vies où tu t'es pris un mur gigantesque, mais surtout comment tu as fait pour le surmonter, qu'est-ce qui t'a tenu. Toujours dans la logique que quelqu'un du coup puisse t'écouter et te dire ok, moi là j'en ai besoin maintenant, je prends aussi pour... Allez. 4. La leçon de vie que tu aimerais partager. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, je dirais que dans mon évolution, il y a eu 2 temps. J'ai eu un temps
où l'ambition et l'envie d'aller très haut me définissaient. Donc généralement ça s'accompagne d'une confiance importante, très peu de doutes, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Ça, tu l'as vécu de quel âge à quel âge? Je l'ai vécu jusqu'à 40 ans. Ok. Plus de 40 ans maintenant. Et c'est une période qui est agréable parce qu'on se sent invincible, on se sent... la chute, comme on n'a jamais vraiment connu de chute, on se dit que peu importe la chute, on se relèvera et que les chutes qu'on a connues, on s'en est remis, mais finalement c'était pas vraiment des chutes jusqu'à ce que la chute arrive, la vraie. Et dans mon cas, c'était donc une association avec un ancien de mes patrons qui s'est très mal terminé. Donc on était ça a duré longtemps. On a été en bisbille jusqu'à la séparation officielle. Pour moi, ça a été un moment important dans ma vie. J'ai la chance de ne pas avoir perdu beaucoup de gens dans mon entourage. Donc la mort, pour l'instant, j'ai eu la chance de ne pas énormément la connaître. Donc c'est vrai que partant de ça, c'est cet événement qui a été le plus fort parce que c'était la première société que je créais, que je co-créais. Je m'étais beaucoup investi, beaucoup de sacrifices et quand vous mélangez un peu le business et l'affect, quand les choses se cassent, il y a un espèce de c'est une petite mort en fait. Donc ça a été un tournant et c'est vrai que la suite de ma vie a complètement changé. Voilà, ça m'a fait relativiser sur mes capacités d'adaptation qui sont pas mauvaises mais peut-être pas meilleures que les autres. Que finalement je peux aussi souffrir et avoir du mal à gérer certaines souffrances ou certaines difficultés. Et en fait, je me suis senti peut-être pour la première fois vraiment humain, quoi. Pas meilleur qu'un autre, pas intouchable, voilà. Et je dirais qu'en leçon de vie, parce que c'est vrai que maintenant que j'ai cet apprentissage et cette expérience-là, j'apprécie beaucoup plus les choses. Je gère peut-être le stress différemment parce que je sais que finalement la chute est toujours possible et ça fait mal et que du coup je suis un peu plus en paix sur mes objectifs parce que j'apprends en fait à apprécier ce que j'ai, à apprécier les gens qui m'entourent et justement à moins me projeter sur un idéal de vie ou de matériel. Donc ta leçon de vie? Ma leçon de vie, si je devais la résumer ainsi, c'est ne perdez pas de temps et accédez le plus vite possible à cette deuxième phase où vous allez pouvoir profiter de ce que vous êtes, profiter des gens qui sont autour de vous et ne plus avoir besoin de vous projeter dans des idéaux qui sont ni à votre avantage, ni constructeurs en fait de votre personnalité. Je sais pas si... Si, je vois. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que c'est obligatoirement, le passage est obligatoirement par se prendre un mur ou vivre quelque chose de difficile pour passer ce cap de chez toi qui t'arrive à 40 ans? Oui, je pense qu'il doit y avoir un accident de parcours pour comprendre ça. Alors l'accident de parcours, il peut prendre plein de formes. Mais oui, je pense malheureusement que... Je pense que c'est obligé. On peut pas se dire je vais essayer d'y arriver sans me prendre un carton. Je te dis ça, mais moi je me suis aussi pris un carton. Mais c'était un petit peu avant 40. Je peux me tromper. Je pense que la transformation, si on doit appeler ça une transformation, je pense qu'elle est peut-être plus efficace et plus rapide quand on se prend un mur. Voilà. Après, effectivement, il y a des gens qui ont la maturité ou le recul nécessaire, mais si on devait analyser la vie de chacun, peut-être que, en creusant un peu, tu peux trouver aussi des événements qui vont être plus ou moins importants pour les gens
mais qui sera le point de départ de cette évolution, quoi. Alors moi, ça a été cette expérience, d'autres, ça va être un décès, d'autres une naissance, d'autres... un moment fort en tout cas. Un moment fort, ouais. Okay. Pas forcément négatif, pas forcément douloureux. Non, mais quelque chose qui te raccroche en fait quand même à quelque chose que tu aurais pu perdre. Donc je pense quand même que ça doit être rattaché à un risque. Enfin, je vois comme ça, quoi. Ok, merci de ton retour. Ça va être à ton tour maintenant de poser une question à un inconnu. Quelle question as-tu envie de poser au prochain inconnu? La fin du monde est proche, virgule, il te reste 1 euro en poche. Que fais-tu? Ok, la fin du monde est proche, il te reste 1 euro en poche. Que fais-tu? T'aimes bien toi les questions en rime? Elle est horrible celle-là. Avec 2 sous par contre. Mec, je suis désolé, c'est la fin du monde et en plus, t'as qu'1 euro. Ok. Elle sera posée demain et tu pourras écouter son retour. Ouais. Le pauvre, c'est la double peine. Le titre de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner 2 mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on vient de vivre pour le titre de notre épisode? Je dirais jeunesse et maturité. Jeunesse et maturité. Pour pas dire vieillesse et doute. Tu vois? Bah donc c'est plus vendeur, jeunesse et maturité. J'allais te poser la question, pourquoi tu te sens vieux et immature? Non, pas immature. Mais par contre, vieux. Non. Vieux, je dis pas. Non, mais c'est normal, on est... Je sais pas si t'as des enfants. Oui. Qui ont quel âge? 13. 13. Bientôt 14. 14. Et toi, t'es très jeune. Moi, je suis par rapport à toi. Hop, si tu savais. Mais On a au moins 3-4 ans d'écart. D'accord. Mais je le prends comme un compliment. Merci. Bon, bah alors toi, c'est presque pire que moi. Je trouve qu'on est dans une période qui est vachement intéressante. C'est qu'on a cette jeunesse qui nous bouscule. On est dans on vit à une époque où, à nos âges, on est encore finalement assez jeune. On est hyper frais. On est hyper frais. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais... Mais je trouve qu'il y a quand même des leurres. C'est-à-dire que la société tend à nous rajeunir ou à nous maintenir en bonne santé le plus tard possible. Mais au fond, je trouve qu'il y a beaucoup d'apparat. Et c'est intéressant de voir cette relation qu'il y a entre cette jeunesse qui pousse et notre tranche d'âge. Je crois que mon père était beaucoup plus jeune quand j'avais l'âge de mes enfants. Donc je pense qu'il y avait bien entre 5 et 10 ans d'écart, quoi. Donc je vis intensément cette période en me disant voilà, il faut que je reste en bonne santé pour eux, pour les accompagner au maximum. Et en même temps, c'est vrai que parfois je me dis mais est-ce qu'on nous ment pas un petit peu sur la compétence? J'entends que la moyenne d'âge du premier enfant est encore en train d'être retardée et c'est vrai que c'est intéressant comme période, mais c'est aussi beaucoup d'enjeux pour les parents parce que on se doit de rester en bonne santé pour eux. Et la dernière question de ce podcast est de répondre à la plus grande inconnue. Qui es-tu? Je suis un homme qui manque de rien, qui est conscient d'avoir bénéficié de certaines chances dans la vie comparée à d'autres, qui est plutôt dans une phase d'apaisement, de tranquillité, mais qui est en train d'aborder certainement une nouvelle phase de sa vie. J'ai cru comprendre. Ok. Voilà. Donc mais c'est une question qui est compliquée. Hein. Le qui es-tu? Ouais. Parce que... Et le qui es-tu sur le moi? Qui es-tu sur la fonction métier? Qui es-tu, ça peut être aussi d'un point de vue environnemental et familial. Ouais. Mais le métier, t'as bien compris, moi c'est quelque chose qui me définit pas de toute façon. Alors juste par curiosité, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais entrepreneur. Oui. Mais entrepreneur... Nous on s'occupe de tout ce qui est maîtrise de la contamination biologique dans les labos et l'industrie pharmaceutique. Donc on fabrique des machines, des robots, on fait du consulting, on protège les utilisateurs et les médicaments. C'est vraiment pas par ce biais-là que je me présente en société. La preuve.
D'ailleurs, les gens, quand ils me demandent ce que je fais, je réponds en... Entrepreneur. Enfin, oui, je rentre assez peu dans le... C'est pas quelque chose que j'aime développer. Comment tu rentres du coup en soirée pour répondre à la fameuse question? Je dis des conneries. Je m'appelle Arnaud. Ah bon, et que fais-tu dans la vie? Voilà. Non, bah déjà, les gens qui me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie alors qu'ils me connaissent pas, je trouve ça un peu chiant, parce que je pense qu'on peut se connaître, on peut apprendre à se connaître sans parler forcément du boulot. Après, oui, la question, elle peut arriver dans les échanges, mais pas de manière abrupte, en tout cas pas dans une présentation en 2 minutes, quoi. On n'est pas sur LinkedIn en soirée. Donc généralement, les gens qui me prennent par cet angle-là, je botte en touche gentiment, ils comprennent que j'ai pas spécialement envie de... Moi, souvent, quand on me demande qui je suis, je réponds, je retourne la question. Et toi? Et généralement, du coup, je réoriente la discussion autour de ce que fait la personne. Donc j'ai toujours communiqué comme ça, j'aime bien savoir ce que font les gens. Je renvoie beaucoup, j'essaie de renvoyer un petit peu à leurs conditions, savoir ce qu'ils pensent. Après, ce qui est intéressant quand tu fais ça, c'est que si la personne te renvoie également ce schéma de communication, c'est intéressant. Si elle reste sur sa présentation, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait, bon bah là on est sur un monologue et du coup tu vois un petit peu comment... Tu m'écours quoi. Oui, tu vois bien qu'il n'y aura pas d'échange, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que je préfère que les gens se présentent à moi plutôt que me présenter d'emblée. Et donc, qui es-tu? Bah j'en sais rien, je ne sais pas. T'as aucune piste? Un homme, si je me trompe pas déjà? Ouais, non, au départ, je suis un gamin. Je suis un gamin. C'est intéressant. Je suis un gamin. Non, je suis resté un gamin. Souvent, je repense à ce que je pensais quand j'avais 15 ans. Et ce qui est marrant, c'est que il y a des choses auxquelles je continue à penser. Alors, c'est pas... Ah, voilà, je savais que tu allais te demander. Forcément, tu m'en parles. Par exemple, qui je suis. À 15 ans, je me posais la question. Qui je suis? Qu'est-ce qui me rend heureux? Bon, là... je continue à m'interroger là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas trouvé de réponse. T'as pas forcément dit, moi ce que j'ai compris sur ce qui me rend heureux, t'as donné des éléments de réponse tout à l'heure. Oui, mais selon moi, hein, mais il y a des éléments qui peuvent te rendre heureux, mais il y a différents volets. Et je sais pas si quelqu'un arrive à cocher toutes les cases. Moi, j'y arrive pas. Donc globalement, l'équation elle amène au bonheur. Mais toutes les cases sont pas cochées. Et peut-être que le but d'une vie, c'est d'en cocher un maximum et que tu peux en cocher à 15, à 30, à 50, à 70. Je sais pas, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est de toutes les cocher ou justement de pas toutes les cocher? Et d'apprendre à pas toutes les cocher? Pour pas être justement dans cette course que tu... Enfin, en tout cas là je vais parler pour moi, mais que moi j'ai connu post-40. Ouais. De vouloir cocher toutes les cases. Et de se dire, au final, le bonheur, c'est de prendre ce qu'on a. Oui, t'as certainement vrai, mais ça dépend des cases que tu as besoin de cocher. Parce que moi, quand je dis cases à cocher, c'est pas forcément des choses... c'est pas des choses matérielles, c'est pas... ça peut être des expériences, mais c'est pas forcément des expériences. Par exemple, moi, j'ai pas besoin de voyager. Moi, j'ai pas ce besoin de voyager. J'ai jamais eu ce besoin de me retrouver à l'autre bout du monde. C'est quelque chose qui me... Quand je discute avec des gens qui aiment voyager, non. Je peux faire 200 km autour de chez moi et à mon avis, ressentir le même plaisir que quelqu'un qui va en faire 2000. Donc, peut-être qu'un jour, je verrai les choses différemment et que je cocherai une nouvelle case, c'est-à-dire le plaisir de me retrouver dans une culture différente, le plaisir d'aller vraiment vers l'étranger. C'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas ta langue, qui n'a pas ta culture. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de cocher cette case. Aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin, quoi. Est-ce que tu as autre chose à apporter sur le qui es-tu? Ça veut dire que ma réponse te satisfait? Non, pas du tout. C'est pour essayer d'aller... ta réponse me va très très bien, mais c'est juste pour voir s'il y a autre chose qui me vient en tête. Non, juste dire qu'effectivement, je reste ce petit gamin de 15 ans qui était beaucoup plus curieux qu'aujourd'hui, beaucoup plus volubile. Et j'ai un de mes fils qui est comme ça et je me revois beaucoup
plus curieux, beaucoup plus... donc il y a une part de ce gamin-là qui est encore là, mais il est quand même bien enfoui sous une montagne de contraintes, de responsabilités en tout genre, que ce soit professionnel ou familial. Je veux dire, et donc il y a ce petit garçon au fond, voilà, qui est pas si loin, parce que finalement, à l'échelle de la planète, ma jeunesse c'était un battement de cils. Il bataille pour rester là. Voilà. Donc il faut que j'arrive à creuser pour lui laisser un peu de place. Ok. Voilà. Moi, je te propose de terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Du coup, je vais dire ton prénom. Je pense même pas que tu l'as dit, mais je vais me permettre de le dire. C'est ok pour toi? Ouais. Du coup, merci à toi, Olivier. Merci, pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. Et j'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Olivier. Je vous propose quoi? Ah non, je vous propose pas. Je vous invite à partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter. Suivez-nous sur les. Putain, je vais la refaire. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Olivier. Je vous invite à partager, commenter les épisodes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Olivier. Merci Arnaud.